Hola, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan lecture du mois d'avril. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de bilan lecture et très honnêtement ça me saoule. J'arrive pas à faire des points lecture, à faire des... je ne sais plus comment est-ce que je les ai appelés, j'ai trouvé un demi-million de noms pour parler de ça. J'arrive pas à me poser pour vous parler de mes lectures, sauf qu'il y a une personne qui fait ça depuis presque 10 ans je crois maintenant, ou peut-être un petit peu moins. Séverine de la chaîne Il aime bien ce livre qui fait de très bons bilans lecture de ses dernières lectures, de ce qu'elle fait, et voilà, elle parle d'à peu près d'une dizaine de livres en entre 50 minutes et 1h45, on va dire ça comme ça, et les gens adorent. Moi la première, j'aime le fait qu'on puisse y séquencer, qu'on ne doive pas tout regarder en one shot. J'aime le fait de suivre ses lectures sur Twitch et parfois de pas pouvoir être sur Twitch et de débarquer sur YouTube et de voir un condensé des lectures qu'elle a fait dernièrement. J'adore ça, genre vraiment j'aime beaucoup. Sauf que je trouvais que ce format n'était pas adapté à moi parce que je savais jamais comment me poser pour vous parler de lecture donnée, je ne sais pas comment expliquer ça, mais bref. Ça ne m'allait pas et en fait je vais essayer de faire des bilans chaque mois. Là j'ai lu 6 romans et 2 graphiques. Du coup je vais vous en parler, on verra si ça vous plaît ou pas, on verra si ça me plaît, parce que c'est le but premier. Mais j'ai envie de garder des traces des bouquins que je lis, et je me dis une fois par mois, si je dois me poser pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, allez, on va partir du principe que je vais beaucoup lire, plein de super lectures, du coup j'aurai besoin de beaucoup en parler. Et voilà, je me suis dit qu'on allait tenter ça aujourd'hui. Je vous l'ai dit, j'ai lu 8 livres au total au mois d'avril pardon. Donc il est temps que j'en parle. Je vais pas du tout parler dans l'ordre de préférence. Il y a eu un petit coup de cœur je pense. Mais je vais vraiment vous en parler dans l'ordre dans lequel je les ai lus et pourquoi je les ai lus et ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, et bref, c'est un bilan lecture, je n'invente rien. Pour commencer, début avril, j'ai lu ceci. Le soleil de minuit, la partie 1 de Lily Blabla. C'est un livre que j'avais vu sur une chaîne BookTok que je suivais pas à l'époque, que je suis depuis. Je ne sais plus le nom de la personne, si jamais j'y pense, je les mettrai au montage, mais voilà, je risque d'être très feignante. Et elle avait eu un énorme coup de cœur pour les 2 tomes, parce que c'est une saga qui se complète. Vous ne le voyez pas, mais j'ai mis le 2e tome dans ma palle du mois de mai. Le problème étant que j'ai fait une palle pour le mois de mai que je ne respecte pas. Donc il faudrait que je retourne cette vidéo. Bref, elle en parlait, elle avait lu les 2 tomes très rapidement, elle avait adoré, gros coup de cœur, incroyable, chialance, etc. Donc j'ai eu envie de le lire à mon tour. C'est la première romance que j'ai lue de l'année. Au mois d'avril quand même, je crois que j'ai commencé le 2 ou 3 avril. Donc vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de romance, parce que même en décembre je crois que j'en avais pas lu. Et grâce à ce livre, je me suis rappelé de ô combien j'aimais ce genre littéraire, qui est souvent très mal vu, parce que souvent lu par des femmes, et que oh là là, tant qu'on peut tacler les femmes, on va le faire. Mais c'est un genre que j'aime beaucoup. Ce livre est absolument pas prétentieux, ça va pas être le roman de l'année. Je peux comprendre le coup de cœur qu'a eu cette fille, parce que c'était tout doux. Et j'ai eu envie d'acheter la suite, du coup je l'ai acheté directement, j'étais ravie, enfin je le trouvais pas à la Fnac à Lyon, donc j'ai dû attendre 2 jours pour aller dans mon Cultura pour le trouver. Je trouvais un livre dans les rayons, j'étais là non mais c'est pas possible, et après je vois le gros tas comme ça qui est bien mis en évidence, mais moi je ne l'avais pas vu. Mais ouais, c'était vraiment une chouette lecture, c'était tout doux. J'aime les histoires qui se passent en un laps de temps très court. Séverine a dit qu'elle détestait ça, bah dans la romance, moi je trouve que c'est parfait, voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup. Ça se passe en quelques heures ici, et pourtant on voit pas le temps passer parce que l'histoire est bien construite. On suit d'un côté Aaron et elle, je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, Milan, c'est ça. Milan, elle est assise sur sa valise, il commence à pleuvoir et elle hurle, on va dire qu'elle chante, elle hurle des paroles d'une chanson. Et il y a ce mec, Aaron, qui est assis en train d'attendre le bus dans son cas, et elle est juste assise comme ça par terre. Et lui il est en train d'attendre le bus et il voit cette fille et il a jamais eu vraiment pitié des gens, ou il a jamais vraiment prêté attention aux gens autour de lui. Et ce jour-là, il fait attention à cette fille, il est un peu surpris, même complètement surpris par son comportement, et en même temps, ce genre de comportement l'attire, genre vraiment il est attiré vers elle, et il va aller la voir et ils vont passer du temps ensemble. Et comme je vous l'ai dit, c'est un laps de temps qui est très court, puisqu'ils se rencontrent vers 16h, 16h20, voilà. On est en région parisienne, ils se rencontrent à 16h20 et vers minuit, 1h du matin, elle doit s'en aller. Et c'est le deal, et vous le savez dès les premières pages. Ils ont que quelques heures à passer ensemble, et ce temps, c'est un temps donné.
ils ont ça et qu'est-ce qu'ils vont décider d'en faire, et ils vont apprendre à se connaître et il va naître des choses, comme je vous l'ai dit c'est une romance donc vous attendez à ce qu'ils soient en couple, en tout cas qu'il se passe une histoire d'amour, et c'était très bien, surtout qu'il y a une thématique qui est très forte dedans. Je vous invite à le lire pour le découvrir, ça concerne pas directement le héros, mais ça concerne quelqu'un de son entourage et c'était très beau, c'était très... je m'y attendais pas. Et c'est une thématique que je trouve très casse-gueule, c'est un sujet que je connais bien. Et du coup j'étais là, bon, on va voir. Voilà, quand on commence un peu à s'aventurer, j'ai fait oh là là, on va voir, et en fait c'était génial, c'était vraiment très bien. C'est pas un coup de cœur pour moi, mais c'était une très belle lecture. J'ai gardé ce livre dans ma bibliothèque, et d'ailleurs vous allez voir pas mal de livres que j'ai gardés. Donc voilà, on est sur un bon petit bilan quand même pour ce mois-ci. J'ai ensuite lu un livre japonais qui me faisait très envie, la couverture est magnifique. Je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas gardé, enfin j'attends qu'il parte sur Vinted, mais voilà. Il s'agit du chat qui voulait se lever les livres de Sosuke Natsukawa. Désolée, j'ai du mal à lire en vertical. Je le trouve très beau, voilà, vous voyez des petites fleurs de sakura et c'est très très joli. Ici, on suit l'histoire d'un garçon qui s'appelle Rintaro, qui vit avec son grand-père, et vraiment je vous résume les premières pages du livre. Son grand-père décède, et du coup sa tante doit s'occuper de lui, et elle lui laisse un délai en fait pour qu'il mette de l'ordre dans ses affaires, qu'il vende la librairie dans laquelle il travaillait slash vivait avec son grand-père pour venir rejoindre sa tante parce qu'il est mineur et qu'il peut pas rester comme ça, c'est qu'un lycéen, voilà. Sauf qu'un jour, alors qu'il commence à faire du tri dans cette librairie, il y a un chat qui débarque et qui lui parle et qui lui dit j'ai besoin de ton aide, il faut que tu viennes sauver les livres. Rintaro, pardon, il sait pas trop, enfin il comprend pas. Et il va suivre ce chat, va se passer une aventure, et tout durant le récit, il y aura ce genre d'aventures qui vont être ponctuées. En parallèle de ça, ou plutôt accompagné de tout ça, Rintaro, il a 2 amis. En fait, il est très solitaire, il n'a pas d'amis, et il y a la déléguée de la classe qui vient le voir. Et c'est un truc très japonais, donc si vous connaissez pas, c'est vraiment, c'est pas juste le délégué comme toi tu as qui te représente au conseil de discipline ou que sais-je, ou lors de tes bulletins. Il y a un peu plus d'investissement dans les pays d'Asie concernant les délégués de classe, pardon. Et elle vient faire son taf, sauf que on se dit ah peut-être que... Voilà, je m'attendais à une romance, on ne sait pas. Mais voilà. Elle va participer aussi au truc, et il y a le côté littérature d'un côté, et il y a ce côté humain avec sa vie à lui, avec le fait qu'il ait perdu son grand-père, qu'il aimait profondément, qu'il doit vivre avec une femme qu'il ne connaît pas. On en apprend plus aussi sur ses parents et sur la raison pour laquelle il ne vit pas avec ses parents. On parle de son amour pour les livres, vraiment pas seulement de littérature, mais de l'amour pour les bouquins. Et cet aspect-là, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai aimé et pas aimé, c'est vraiment les aventures qu'il va vivre avec ce chat. Parce que, en gros, il faut sauver les livres, et pour sauver les livres, c'est représenté par différentes situations. Et l'auteur, l'autrice, je ne sais pas si c'est un homme ou... Je sais pas si c'est un homme ou une femme. Je vais pas dire de bêtises, hein. Mais l'auteurice va avoir tendance, va même complètement pointer du doigt le fait que ah, si tu collectionnes les livres, enfin si tu les additionnes, si tu en as, enfin, en gros si t'as une grosse pile à lire, c'est que tu n'es pas un vrai bon lecteur. Parce qu'un vrai bon lecteur, il n'a pas besoin d'accumuler les livres. Ah, tu n'es pas un vrai bon lecteur si tu n'aimes pas les classiques. Ah, tu n'es pas un vrai bon lecteur si tu bouffes les livres. Il faut pas lire des livres rapidement et les stocker. Non, non, il faut lire les livres lentement et les apprécier. Et voilà, c'est beaucoup de dénonciations comme ça. Et c'était pas... Il n'y avait pas une double connotation, vous savez, qui peut exister avec les bouquins japonais où tu te dis bon, ça peut vouloir dire ça, mais ça peut aussi vouloir dire ah non, là clairement c'est clair, c'est très bien illustré. Et à chaque fois dans mon récit, j'étais là, oh, je suis touchée par l'histoire de Rintaro. Et à côté de ça, t'as ce truc, je suis là, oh, non, enfin je suis pas d'accord. Et voilà, c'est... Le héros défend corps et âme les bouquins et la littérature, la vraie, la seule, la grande, l'unique, la littérature blanche, hein, qui est vraiment représentée là-dedans, voire même les classiques, parce qu'on est encore plus loin que ça. Et ouais, j'ai trouvé ça un peu too much. Après, je comprends, c'est la mentalité japonaise, mais non, j'ai trouvé ça vraiment pas très... J'aime pas. Enfin, vraiment, faut un petit peu ouvrir son esprit. La littérature, c'est un peu plus que les classiques. Et pour qu'un classique devienne un classique, il en faut aussi, donc ouais, ça m'a un peu... Je suis mitigée. J'ai ensuite lu tous les livres de ma commande JDR, donc voilà, je les ai tous lus et je les ai tous gardés.
on va s'en parler. Si jamais vous suivez les récaps de la semaine, il y aura une petite redite parce que j'ai quand même beaucoup parlé de ces bouquins. Mais je les ai aimés et je veux garder une trace de tout ce que j'ai pu lire, donc un bilan mensuel c'est bien. J'ai commencé par lire Une année pour toujours de Lucille de Peslouan, que je prononce très mal. Ici on est sur un livre en prose, ce sont des poèmes, et enfin oui, plus ou moins des poèmes en prose, oui. Voilà. C'est une jeune fille qui va faire une capsule... comment on appelle ça? Capsule temporelle, où elle va écrire une lettre, enfin plusieurs lettres, plusieurs courriers à cette fille, enfin pour toi ma Malou du futur. Donc voilà, c'est une fille qui est amoureuse d'une fille et qui va parler de comment est-ce qu'elle a découvert qu'elle était pas forcément hétéro, comment est-ce qu'elle est tombée amoureuse de cette fille, et oh, j'ai des frissons dans le dos, j'ai senti un sentiment, c'était vraiment très beau. Je me souviens que c'est Nadège, anciennement Planète Diversité. D'ailleurs, allez lire le livre de Nadège, je place ici la couverture, voilà. Il faut que je le lise aussi, juste je suis une très mauvaise copine, mais allez lire le bouquin de Nadège, je ferme la parenthèse. Nadège l'avait conseillé, et pour que Nadège conseille un livre en français, c'est que vraiment elle a dû l'aimer, et je comprends, vraiment je comprends. Alors je n'ai pas eu de coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai gardé ce livre, donc voilà. Il est court, vous voyez le style littéraire, donc j'ai pas forcément envie d'en remettre une couche et de vous dire le pourquoi, du comment, est-ce qu'il faut... Non, ok, on a compris. Lisez-le. Vraiment lisez-le, c'est... On arrive sur le mois de juin bientôt les gars. Le mois prochain c'est le mois de juin, il faut acheter ce livre. Perso j'ai trouvé d'occasion, donc peut-être que vous le trouverez aussi d'occasion à votre tour. C'est trop bien, genre on a besoin de diversité et c'était vraiment très mignon. Et vive les lesbiennes quoi. J'ai ensuite lu un graphique, j'ai lu Les Pieds Bandés de... Attention, autrice chinoise. Li Kunwu. Voilà. Alors, c'est un dessin très noir, très particulier. Si j'y pense, je vous ferai des close-up parce que c'est plus représentatif, je trouve, pour les graphiques. Ici, on suit une femme, donc ne me demandez pas les noms, hein. Comme toujours, je ne retiens pas, mais alors quand c'est en plus asiatique, j'écorche les noms. Donc on va éviter. Mais regardez ça, hein. C'est trop beau dans la tristesse qu'induit le noir et blanc, genre vraiment. Ici on suit une femme, ici on se trouve en Chine, on va prendre plus large. Ici on se trouve en Chine avec la tradition des pieds bandés. En gros, les femmes étaient belles, les femmes étaient un des critères de beauté féminin, c'était les petits pieds. Petits pieds, genre du 35 quoi. Et pour avoir des petits pieds, ce qu'on faisait, c'est qu'on bandait les pieds des jeunes filles entre 5 et 7 ans je crois, pour qu'en fait il y ait un retard de croissance finalement, enfin qu'on empêche les pieds de grandir, qu'ils soient complètement comprimés et tassés, et ce qui est absolument horrible, hein, parce que c'est très douloureux en plus de ça. Mais bref, on bandait les pieds des femmes, des petites filles, pour que plus tard ce soit des femmes qui aient des petits pieds, et parce qu'elles avaient des petits pieds et que ça appartenait un peu à l'élite d'avoir des petits pieds, eh bien ça devienne des femmes attirantes. C'est le cas de notre héroïne où quand elle était enfant elle refusait, mais elle n'avait pas le choix, sa mère avait décidé qu'elle aurait des petits pieds, donc elle a eu les pieds bandés. Elle arrive à l'âge adulte, elle est très courtisée, oh là là mon dieu, vous avez vu cette beauté avec ses petits pieds. Voilà, en plus de ça, ça induit que pour être belle il faut souffrir, et toute cette idéologie que je déteste et que je vomis, mais voilà, c'est vraiment dans la culture, et on est vraiment dans ce délire là, sauf que... nouvelle révolution en Chine, ou que sais-je, parce qu'il s'est passé tellement de choses en Chine, mais d'un seul coup, avoir des pieds bandés, avoir des petits pieds, ce n'est plus un critère de beauté, on a décidé que non, les femmes qui avaient les pieds bandés, c'était des parias. Voilà, faut pas les côtoyer, elles sont pas bien, faut pas avoir une femme qui a des petits pieds, voilà, on aime les femmes fortes, les femmes libres, les femmes indépendantes, et tout le côté traditionnel chinois, on l'oublie. On pourrait trouver ça bien, qu'on se modernise et qu'on mette de côté les traditions. Le problème c'est qu'on va stigmatiser du coup des gens qui ont suivi les traditions, parce que si on ne les suivait pas, on était des parias. Donc à leur tour elles deviennent des parias alors qu'elles ont tout fait pour ne pas l'être. Et souvent, dans 98% des cas, 99% des cas, 99,9% des cas, ce sont les femmes qui sont à blâmer. Donc vous voyez à quel point ça me révolte. Il se passe que notre héroïne, du coup elle avait les pieds bandés et elle devient une paria.
et il y avait un garçon qui est amoureux d'elle et bah, en fait il s'en fout qu'elle ait des petits pieds ou des grands pieds, il l'aime pour ce qu'elle est. Et on va suivre un petit peu ça et on va suivre toute la vie de cette femme qui a un destin tragique, vraiment qui a une vie dégueulasse, horrible. Et on va suivre tout ça avec ce prisme des pieds bandés, de ce que ça représente, de la modernisation de la Chine. Je suis pas sûre qu'on puisse dire ça comme ça, mais on suit tout ça et c'était poignant. C'était vraiment... j'en ai encore la chair de poule. C'était vraiment beau, triste, vraiment hyper triste. La torture, ce qu'on oblige les femmes à faire, et pour que derrière elles soient juste mises de côté, et il me semble que c'est complètement fictif, mais quelque part ça a dû être la vie de quelqu'un, et c'était... Oh là là, mon dieu, toutes les injustices qu'elle subit, parce qu'on la suit vraiment tout au long de sa vie, jusqu'à ses derniers moments de vie. Alors quand vous la suivez quand elle a 6 ans, quand elle est obligée de se faire bander les pieds alors qu'elle veut pas, et qu'on la force parce que c'est comme ça qu'on fait en Chine et qu'on n'a pas... Et que derrière, tu vois la vie de misère qui l'attend, alors que soi-disant, si t'avais les pieds bandés, t'allais avoir une vie formidable. Voilà, c'est un très beau récit, mais très marquant, très poignant. C'est les libraires de la librairie Le Phénix qui l'avaient conseillé, et vraiment, cette librairie, allez à Paris, commandez sur leur site, suivez les conseils des libraires parce qu'elles sont vraiment investies et incroyables, et je les aime d'amour, et ce récit était trop bien, donc si vous en avez l'occasion, lisez-le, vraiment, il était incroyable. J'ai ensuite lu mon premier petit coup de cœur de l'année. Ce n'est pas un coup de cœur parce que je n'ai pas aimé l'épilogue. Ici on est sur un récit journalistique, chose que je n'avais jamais lue. Je suis pas forcément attirée par ce genre de choses, mais j'aime de plus en plus me diriger dans de la non-fiction. J'ai beaucoup lu d'essais dans ma vie, surtout d'essais féministes, mais des récits journalistiques, jamais. Ici il s'agit de Rose d'acier de Rémi Yang. Ici on va suivre des prostituées du quartier de Belleville à Paris, des prostituées chinoises en très grande majorité. Et ce qui me gênait quelque part, c'est que c'était un homme qui écrivait ce bouquin. Ça me gênait aussi le fait que je ne savais pas en fait qu'il avait des origines chinoises, je l'ai appris au cours du récit et j'étais là, bon, déjà ça va, mais ça reste un homme. Et le fait que ce soit un homme qui ait mené l'enquête et qui ait fait ce récit, ça a quand même un sens et ça apporte quelque chose à l'histoire. Et j'aime le fait qu'il reste à sa place. Ça peut paraître très sectaire, mais il va juste raconter ce qui arrive à ces femmes, ce qu'elles vivent, ce qu'elles subissent, et ça dure pendant quand même quelques années parce que le temps qu'ils se mettent en lien avec tout ça. Et j'ai trouvé ça très bien, c'était très respectueux, il n'y avait pas du tout de jugement, il n'y avait pas ce côté de voilà, je dénonce des faits, voilà ce que doit faire la France, voilà ce qu'on doit... Non, juste il parle des récits de ces femmes, de ces chinoises qui ont quitté la Chine pour rejoindre Paris, pour gagner de l'argent. Alors à la base elles pensaient qu'elles allaient trouver un job de serveuse dans un restaurant, dans quelque chose comme ça, où elles arriveraient à gagner un salaire décent, qu'elles pourraient envoyer de l'argent en Chine parce que leur famille a eu un problème de santé et du coup elles ont des dettes, parce qu'ils ont lancé une entreprise et que derrière ça a échoué et des dettes. Bref, en France on est assez protégé par rapport à tout ça, c'est pas le cas dans beaucoup de pays dans le monde, et encore moins en Chine. Et vu que l'euro est bien plus supérieur, eh bien vaut mieux travailler en France pour envoyer de l'argent au pays. Ces femmes sont parfois juste en transit, donc c'est vraiment juste le temps de ramener un maximum d'argent dans le pays. Une fois que c'est fait, elles retournent en Chine. Leur but c'est pas forcément, dans la très large majorité des cas, elles ont une famille en Chine, elles ont quitté le pays juste pour se faire de l'argent ailleurs, mais elles veulent retourner dans leur pays. Et parce que ce sont des femmes, parce que ce sont des prostituées, elles sont très mal vues par la société, parce que ce sont des prostituées avant tous les textes de loi qui ont été jugés, enfin, non, passés, comment on dit, voilà, parce qu'il y a eu différentes... je sais même pas comment expliquer ça. Il y a différentes lois qui sont passées par rapport aux prostituées. Avant c'était elles qui étaient accusées de prostitution. Alors la prostitution très particulière en France comme statut, hein. Les travailleuses du sexe de manière générale. Maintenant ce sont les clients qui se rendent d'un service illégal, mais elles en tant que prostituées n'auront plus rien à se reprocher entre guillemets. On en parle aussi dans ce récit, on parle du Covid dedans, on parle de comment est-ce que ça touche ces femmes, et du coup elles ont les infos de la Chine par rapport à la France, et du coup elles se montent la tête, et elles se disent oh là là, mais si on fait tout ça en Chine, c'est qu'il y a une raison, voilà en France vous portez pas de masque, vous êtes sale, vous faites pas ci, vous faites pas ça, et c'était hyper intéressant. Et ça parle encore une fois des conditions des femmes qui sont du coup
clandestines, parce qu'elles n'ont pas leur papier en France, d'un travail qui est très mal vu par la société, qui est très dénigrant aux yeux de beaucoup. Et ce que j'ai aimé dans ce récit, c'est qu'on va pas se dire oh, les pauvres prostituées qui ne veulent pas faire ça, mais qui le doivent, et regarde-les. Et il n'y a pas de proxénète dans beaucoup de travailleuses du sexe chinoises dans ce quartier-là. On n'est pas du tout dans les mêmes contextes que les pays de l'Europe de l'Est, des réseaux de prostitution, etc. Non, là ce sont des femmes qui individuellement sont venues à Paris, elles ont connu 2-3 personnes. Quand tu es chinoise, que tu veux gagner de l'argent pour envoyer de l'argent au pays, il y a un réseau de femmes qui s'instaure, mais c'est pas du tout du proxénétisme, et c'est vraiment de la bienveillance, et il y a plein de profils de femmes qui étaient très discrètes, qui ne voulaient pas parler du coup à Rémi Yang, au journaliste. Il y a une association, parce que Rose d'Acier ça prend en compte le nom d'une association pour ces femmes, et voilà, c'était vraiment un super récit, grosse surprise, vraiment ma grosse surprise de l'année jusqu'à présent. Je ne m'attendais pas à le bouffer, je ne pensais pas l'aimer. Quand j'ai dit en cours que je lisais ça, parce que à chaque fois que je suis avec un bouquin, les gens me demandent ce que je lis, je leur ai parlé de ça, et c'était là genre mais pourquoi tu lis ça? Bah en fait personne s'intéresse à ce genre de profil, et je trouve ça triste quelque part qu'on invisibilise autant les travailleuses du sexe, alors que bah si c'est un métier, si elles payent, elles contribuent aux impôts, etc. Si elles font tout ça, c'est qu'à un moment donné, il y a des clients derrière, autrement ça ne fonctionnerait pas. Et c'était hyper intéressant, c'était vraiment, j'ai appris plein de choses, et ça m'a révoltée, j'avais juste envie de donner tout mon argent à cette association, mais c'était aussi très bien fait, on parle de plein de sujets de société, et voilà, ce n'est pas un coup de cœur, parce que, encore une fois, c'est un vrai récit d'une vraie vie, enfin de la vie de l'auteur, du journaliste, avec ses vrais profils de femmes qui sont anonymisés dans ce récit, mais ça reste quand même des vrais profils, parce qu'on parle aussi de meurtre dedans, on parle de la violence envers les prostituées, donc ça te révolte en tant que femme, en tant qu'être humain aussi, tout simplement. Et pour une fois, en fait, on met la lumière sur des personnes qu'on cherche toujours à mettre dans l'ombre, et j'ai trouvé ça génial, et c'était oh là là mon dieu, j'ai aussi pleuré parce que voilà, et cette fausse fin en fait, parce qu'il peut pas y avoir de fin, parce que ces femmes elles sont toujours à Belleville, elles sont toujours à Paris, et en fait il y aura jamais de fin. Il y aura jamais de fin à tout ça, parce que il y aura toujours des personnes qui seront pauvres et qui voudront venir dans un autre pays pour essayer de gagner de l'argent comme ils le peuvent, et voilà, enfin, moi ça me frustre. J'ai ensuite lu un autre roman que j'ai revendu depuis, mais j'avais acheté Like Lark de Alex Astor, je crois. J'avais acheté la superbe édition collecteur reliée, tout ça, trop belle, qui était vraiment très belle, hein. J'aurais voulu la garder juste pour la beauté, mais la vérité c'est que j'ai moyennement aimé ce récit. Je me souviens plus du nom des personnages, donc je vais peut-être aller checker ça sur internet, si je retrouve mon téléphone portable. Je vais pas trop me fier au résumé sur la FNAC, enfin envoyé par l'éditeur qui est Lumen, parce que d'une part Lumen a tendance à faire des résumés spoilants dans leur quatrième de couverture, ou si vous lisez le résumé vous avez l'impression d'avoir lu la moitié du bouquin, clairement. Et surtout je trouve que le résumé ne représente pas du tout l'histoire, parce que on est sur un récit qui est très lent. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de la fantasy et c'est peut-être pour ça, mais j'ai trouvé ça hyper lent. J'ai adoré le début parce que oui c'était lent, mais ça justifiait parce qu'il faut poser le décor, le cadre, expliquer un petit peu la mythologie, en tout cas le mode de fonctionnement de sa société. Mais après c'est juste hyper lourd et t'as juste envie que l'histoire avance, surtout qu'on nous fait croire qu'on va aller dans une certaine direction mais on va dans une toute autre direction. Vraiment moi quand l'autrice, c'est pour ça que je l'ai acheté, j'avais pas du tout prévu de l'acheter même dans cette superbe édition, parce que le résumé me tentait moyen. Par contre quand l'autrice l'a résumé, parce que un matin, dimanche matin je crois, je me suis fait tous les TikTok de l'autrice, peut-être pas tous parce qu'elle en fait beaucoup, mais j'ai dû regarder au moins une 50aine de TikTok de l'autrice où elle parlait de son récit et elle disait une sorte d'Hunger Games avec de la romance. Oh là là, alors, mais forcément, mais moi Hunger Games c'était toute ma vie quand j'étais adolescente, enfin jeune adulte plutôt. Bien sûr que j'allais craquer pour cette histoire et c'est pas forcément ça. En gros, il y a le centenal qui commence, il y a différents groupes de personnes, on va mettre, comment est-ce qu'on peut les appeler, différentes tribus de personnes, et notre héroïne, je ne sais plus à qui elle appartient, aux sauvages, c'est ça. Elle appartient au clan des sauvages, et les sauvages ont une particularité, c'est qu'ils ne peuvent pas... En fait, à chaque fois qu'ils vont tomber amoureux de quelqu'un, ils vont vouloir dévorer leur cœur, je crois que c'est ça pour les femmes, je suis pas sûre que ce soit pour les hommes, mais bref, c'est un délire comme ça. En gros, ils peuvent pas être
amoureux quelque part. La particularité d'Isla, c'est que c'est une sauvage qui n'a pas de pouvoir. Normalement ils sont en communion avec la nature ou que sais-je. Elle, non. Et elle a un petit peu... Enfin, elle est obligée de cacher tout ça parce que c'est la reine, la grande prêtresse ou je ne sais pas quoi, mais elle a un rôle hyper important, c'est une reine, une princesse, celle qui va les représenter pour le centenaire. Le but c'est que tous les 100 ans, je crois, toutes les tribus du coup se rassemblent pour percer le secret du cœur de Lightlark. Et s'ils percent ce secret, ils pourront annuler la malédiction pour leur clan et tout ça, tout ça. Tout le monde vivra heureux. Et c'est en ça que ça peut ressembler à Hunger Games. Dans les faits, c'est beaucoup de oh là là, je n'ai pas de pouvoir, je suis une honte pour mon peuple, mais non, je vais représenter mon peuple et je vais faire ça pour eux. Et ça, j'ai trouvé ça bien parce que tout du long, elle va se défendre pour son peuple. Genre vraiment, son peuple est hyper important pour elle et c'est pas en mode la faction de Katniss qui au bout de 300 pages, elle n'existe plus, enfin même pas au bout de 50 pages, elle n'existe plus. En même temps, quand ta vie est mise en danger, je comprends que t'en aies un petit peu rien à foutre de tes origines, de ton clan, genre ton existence est plus importante que l'appartenance à un groupe. Ça dépend lesquels, mais dans Hunger Games ça se justifiait. Là j'ai bien aimé qu'elle soit aussi investie dans son royaume, parce que pour le coup c'est elle qui est la souveraine. Mais on reste quand même dans ce truc de ah, ils doivent tous se réunir, donc tous les clans différents, qui se détestent un peu, qui doivent se mettre des bâtons dans les roues. Moi je m'attendais à un truc genre oh énorme, c'est pareil, elle commence à flirter avec un nocturne, et en fait, moi tout du long du récit, parce qu'on m'a promis de la romance, je m'attends à ce qu'elle... ça se passe avec le nocturne. C'est resté quand même très en surface, je sais, c'est un premier tome, mais je trouve que quand même, voilà, grosse révélation, finale, ouais, aux alentours de 50, ouais, les 50 dernières pages, donc ceci quand même bien finale. J'ai quand même fait un tout ça pour ça. Genre j'ai réussi, je me souviens j'étais dans le train en train de le lire, j'ai quand même réussi à fermer mon bouquin à 50 pages de la fin, à finir mon trajet de train et j'ai lu la toute fin genre 3 jours plus tard. Alors que je suis du genre à lire tous les jours quand je vais en cours. Donc ouais, c'était sympa, ça reste un univers plutôt ouais, sympathique quoi, c'est... Prenez-le comme vous voulez, quand vous dites que quelqu'un est sympa, c'est jamais très positif, ça veut dire ouais il est pas méchant, il fait pas de mal, hein, mais ça va pas devenir mon copain. Bah c'est un peu le cas avec Lightlark et moi. Genre c'était bien, c'était pas incroyable. Peut-être que j'aurais dû le relire derrière, en mode maintenant que tu sais qu'il faut pas se focus là-dessus, sur cet univers de fantasy où vont tous devoir s'affronter pour... Non. Si j'avais commencé le bouquin sans avoir des attentes par rapport à ça, je l'aurais sûrement plus aimé. Parce que c'était pas mauvais. Mais c'est vrai que quand on te fait un résumé d'un bouquin, bah tu t'attends à avoir ce pourquoi t'as payé. Et pas avoir un truc qui part dans l'autre direction alors que... Bah, enfin, ne dis pas que c'est un Hunger Games avec de la romance quand il y a très peu de romance et qu'il y a très peu de Hunger Games dedans quoi. Voilà. J'ai ensuite lu un petit thriller coréen. Parce que Pauline passion thriller coréen. Ça faisait un moment que je voulais en relire mais je n'avais pas sauté le pas. Pour tout vous dire, j'ai été au quai du polar en me disant trop bien, la maison d'édition Matin Calme va être représentée, il y aura plein de bouquins et je pourrai les lire. Sauf que je débarque sur les quais du polar, sur le salon, et il y a un seul roman de Matin Calme qui est La Parvenue, qui est un livre que j'ai lu en mars. J'essaie de regarder en même temps, c'est ça, je l'ai lu en mars, c'est un recueil de nouvelles et que je vous invite très fortement à lire. Mais ce n'est pas le récit que je voulais acheter et lire, puisque je l'avais déjà reçu et déjà lu. Et bref, je suis déception, j'essaye de le cacher, très mal, mais tant pis, je vais à la Fnac une semaine plus tard avec ma maman, une semaine, 10 jours plus tard, je ne sais plus, et je tombe sur ceci. Ils étaient censés l'avoir, donc j'étais très contente qu'ils l'aient. C'est Le Jour du Chien Noir de Song Si-woo, que je prononce encore une fois très mal, mais je vous épargne mon très bel accent coréen. Ici on suit un avocat qui est stagiaire dans un cabinet d'avocats parce que son oncle gère le truc. En gros c'est un mec qui avait pas trop de postes et on lui a donné une chance. Il y a une affaire qui est tombée, c'est un homme qui rejoignait un parking ou je sais pas quoi et il se met à frapper à mort un homme. Genre il le tue à force de le ruer de coups. Sauf que cet homme il était marié, il avait un très jeune enfant, je crois que c'est un bébé encore, c'est un nourrisson. Et il a toujours été calme, il a toujours une vie très platonique, quoi, très ordinaire, et ça lui ressemble pas cet accès de colère d'un seul coup de voilà, péter un câble et de tuer quelqu'un. Et le jeune avocat commence à mener son enquête pour savoir ce qui s'est passé. Assez rapidement, il se rend compte que son client était en fait sous antidépresseur,
pendant quelques mois. Il était en pleine dépression et du jour au lendemain il a décidé d'arrêter son traitement d'antidépresseur. Je tiens tout de suite à dire deux choses. Déjà, trigger warning pour la dépression et les antidépresseurs et les gens qui sont anti-antidépresseurs dans ce bouquin. Et surtout, si jamais vous êtes sous traitement, sous ce genre de traitement contre la dépression ou contre certains troubles psy, n'arrêtez jamais du jour au lendemain. Vous pouvez arrêter ce genre de traitement. Jamais du jour au lendemain. Comme quand vous commencez à les prendre, si vous vous sentez mal à un moment donné, c'est normal, ça fait partie du traitement. Vous devez aller mal pour aller bien. C'est vraiment la particularité des antidépresseurs. Et si jamais vous êtes déjà sous traitement, si vous allez bien, c'est parce que vous avez aussi des cachets. C'est pas juste parce que d'un seul coup votre vie s'améliore, c'est aussi grâce aux médicaments, aux hormones, tout ça. N'arrêtez jamais du jour au lendemain, vraiment, jamais. Ce mec décide donc de les arrêter du jour au lendemain et il pète un câble et il tue ce mec. Sauf que cet avocat, il se dit mais attends, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi il l'aurait arrêté du jour au lendemain? Et petit à petit, il remonte le fil et il tombe sur un mec qui a une association, un groupe, qui est contre les antidépresseurs et dit que c'est la pire chose qui arrive. Je rappelle qu'on est quand même en Corée du Sud, le taux de suicide chez les moins de 25 ans, il est là, en Corée du Sud. Il y a énormément de pression, il y a plein de problèmes sociétaux. Le suicide en Corée, c'est assez, j'ai pas envie de dire commun, mais c'est quand même assez... ça arrive assez régulièrement. Et c'est à la fois tabou et complètement banalisé, enfin bref. Voilà. Et donc là, l'auteur, il sent bien que c'est un homme, pas du tout. L'autrice s'attaque au sujet de ok, on va parler de la dépression en Corée du Sud et du fait que ce ne soit pas forcément reconnu dans le pays, qu'on fasse pas forcément les choses correctement, qu'aller voir un psychologue ou enfin déjà aller voir un psychologue en Corée, c'est pas quelque chose qui est dans les mœurs. Aller voir un psychiatre, c'est vraiment que tu es malade en mode tu es fou, comme si tu étais forcément psychotique si tu allais voir un psychiatre et que tu étais quelque part possédé par le diable et qu'il fallait mieux avoir recours à de la médecine traditionnelle, à du chamanisme et à ce genre de choses, qui est aussi très ancré dans les pays asiatiques, notamment en Corée du Sud. Donc on suit un petit peu tout ça, et il y a quand même le côté analyse, le côté un petit peu plus scientifique parce qu'on suit aussi une psychiatre dans ce récit et en parallèle de cette histoire avec ce mec qui a tapé à mort, etc., on suit une autre histoire parce qu'il y a un corps d'une femme qui est retrouvée à la campagne ou je ne sais pas où et du coup il y a une enquête policière et du coup les deux vont finir par se rattraper et c'était trop bien, c'était vraiment très bien parce que j'adore les thrillers coréens pour cette raison, c'est pour ça que j'en lis peut-être pas énormément mais que j'en lis pas mal parce que j'aime qu'on dénonce des faits sociétaux. J'adore ça, genre vraiment dans mes romans, n'importe quel type, hein, vraiment n'importe quel genre, quand il y a un fait sociétal dans le fond et qu'on va chercher à pointer du doigt les choses sans forcément dire c'est pas bien, il faut faire ci, non, juste voilà. Je vous montre que ça existe et que c'est fait comme ça dans mon pays, ou alors il se passe ça dans notre société, voilà, je le laisse, vous en faites ce que vous voulez. Forcément, les antidépresseurs et toutes ces thématiques de maladie mentale, de santé mentale, ça me tient à cœur, ça me touche, et donc j'ai adoré ce récit, mais d'un point de vue complètement sociétal, c'est hyper intéressant de voir comment les Coréens perçoivent la dépression, comment est-ce qu'on... enfin tous les clichés de la maladie. Là vous le voyez, c'est chez Folio Policier, mais de base c'est un roman qui est publié chez les éditions Matin Calme, et voilà, c'est ma valeur sûre. Si vous voulez tenter le thriller coréen, allez feuilleter le catalogue de Matin Calme, c'est une valeur sûre pour moi. Tous les romans que j'ai lus d'eux, il n'y a jamais eu une seule déception, c'est vraiment le genre de thriller coréen que j'aime. Je ne sais pas si c'est représentatif de tout, enfin vraiment du genre thriller coréen qui existe, mais c'est en tout cas leur ligne éditoriale, c'est tout ce que j'aime, donc je vous invite à découvrir leur catalogue, c'est vraiment trop bien, et j'ai hâte du coup de lire d'autres de leurs parutions. J'essaye d'en lire un par mois, voire un tous les 2 mois, parce que j'adore ça et je pourrais les bouffer, et après j'aurais plus rien à lire. Donc voilà, c'est une petite maison d'édition encore une fois, donc il n'y a pas des parutions toutes les semaines, tous les mois, il n'y a pas 15 bouquins qui sortent, non. Donc voilà, je suis triste. Et enfin le dernier livre que j'ai lu au mois d'avril, oui ça y est, au mois d'avril, il s'agit du Chant de mon père de Kumsuk Genri Kim. Vous le voyez, ou non vous le voyez pas, mais ici il y a les mauvaises herbes de cette même autrice slash illustratrice que j'adore. J'ai eu un coup de cœur pour la tante au mois de décembre il me semble, ou début janvier 2023, je ne sais plus.
et depuis je lis tous ses romans graphiques, je rattrape doucement mon retard dans tout ce qu'elle a pu écrire et illustrer, et à chaque fois, au pire des cas, c'est une très bonne lecture, et dans le meilleur des cas, ce sont des coups de cœur. Mes 2 gros coups de cœur de l'année, ce sont pour ces 2 romans, donc voilà. Le chant de mon père, ça parle, c'est un récit autobiographique, et on va parler de l'autrice. L'autrice va nous raconter son enfance, comment est-ce qu'elle a vécu, et on parle du chant de son père parce que son père était un chanteur. Regardez, elle dessine à l'encre de Chine. Alors forcément, là ce n'est pas un dessin original, et je rêve de pouvoir acheter un dessin original de l'illustratrice, mais voilà, c'est vraiment très beau. Et si les planches sont assez simples, une petite carte de la Corée selon elle, si les planches sont assez simples, c'est du noir et vous vous dites ouais bon ok, vraiment j'étais vraiment dubitative quand j'ai commencé l'attente, parce que le coup de crayon justement me paraissait pas forcément très travaillé. Moi j'ai l'habitude d'avoir plein de couleurs partout, beaucoup de contraste, la luminosité à un certain endroit pour qu'on voit la lumière qui... Voilà, j'aime beaucoup ça, c'est le genre de récit que j'aime regarder slash lire. Et avec cette autrice, j'ai redécouvert le dessin en noir et blanc. Je l'avais déjà découvert vraiment avec le manga, mais ici c'est encore plus beau, ça prend encore plus son sens. Et voilà, je vous invite à découvrir les récits de cette autrice parce qu'ils sont très beaux, très engagés, féministes et dénonciateurs aussi pour certaines choses. Et voilà, lisez cette autrice slash illustratrice. En gros, ici on parle de l'histoire de cette femme, de cette autrice du coup, et on parle de son père, enfin on parle aussi de son père, même si c'est plutôt sa mère qui est l'élément central. Son père qui était chanteur, de base ils viennent de Gwangju je crois, il me semble, je vais pas le retrouver mais il me semble bien qu'ils viennent de Gwangju. Et c'était une famille assez, je sais pas dire pauvre, mais ils n'étaient pas forcément très riches. Et ils vivaient à la campagne coréenne, dans les années 70 il me semble. Il s'est passé pas mal de choses en Corée entre les années 70 et 90, voire même début des années 2000. La Corée du Sud c'était pratiquement un pays du tiers-monde. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale, déjà il y a eu la colonisation japonaise, ensuite il y a eu la Seconde Guerre mondiale où ils ont été moyennement impactés, là où ils ont été beaucoup plus impactés c'est avec la guerre de Corée du coup en 50-53. Et ensuite vous avez la Corée du Nord qui était du coup avec les soviétiques, avec l'URSS, qui était plus riche que la Corée du Sud. C'est voilà un délire. Et maintenant les tendances sont plutôt inversées, mais la Corée du Sud à la base c'était vraiment un pays pauvre, à la limite de rentrer dans le tiers-monde, et ils ont réussi grâce à la force, au courage du peuple coréen, c'est vraiment les gens qui ont travaillé comme des acharnés pour construire ce pays qu'il est aujourd'hui, et c'est vraiment été un sacrifice humain incroyable. Il y a eu beaucoup de choses, dont dictature, hein. Oui, en Corée du Sud, et on va suivre ce récit du coup avec ses yeux un petit peu d'enfant mais surtout avec son regard d'adulte au fil des années. On va parler justement de la catastrophe de Gwangju parce qu'elle venait de là. Je sais pas si elle venait de la ville même ou si elle venait d'une province aux alentours, mais on parle de ça, on parle du fait que beaucoup de gens à la campagne ont été vivre à Séoul parce qu'il fallait venir vivre à Séoul parce qu'à la campagne vous n'aviez pas une vie suffisamment bien pour élever vos enfants et qu'il y avait ce fantasme de à la capitale tout va mieux. Donc il y a beaucoup de familles qui avaient une vie modestes mais qui vivaient quand même assez bien en campagne, qui ont décidé de venir en ville où ils se sont un peu cassés la gueule parce que quand tu étais paysan ou ce genre de choses et que tu arrives dans une grande ville, bah tu peux plus être paysan, pas tel que tu l'avais avant. Tu vends tes terres pour venir trouver un appartement qui est souvent pas très bien isolé, qui forcément est... Voilà, c'est pas top, mais vous le faites parce que c'est comme ça qu'il faut vivre, parce que la vie est mieux à Séoul. C'est ce qu'ont fait ses parents, en plus ils se sont fait avoir de tous les côtés ses parents, mais ça reflète aussi l'histoire de vie d'une certaine partie des Coréens. Et pour ça c'était très intéressant, et on suit du coup sa passion pour le dessin et comment est-ce qu'on en est venu à dessiner. Et on parle encore une fois de sa mère qui ne la comprend pas parce que l'autrice a vécu, il me semble que c'est 17 ans, enfin, presque une vingtaine d'années à Paris, et on parle de tout ça et c'était... Voilà, c'était très touchant, j'ai versé ma petite larmounette, hein. Et vous voyez, quand j'ai terminé ce bouquin, je me suis dit bon, c'est la première fois, enfin non, la deuxième fois, que je n'ai pas un coup de cœur pour l'un de ces récits. L'autre récit pour lequel j'avais pas eu de coup de cœur, c'est Jisoo, qui parle d'une catastrophe qui arrive en Corée, et je trouvais qu'on était un peu trop détaché de ce qu'elle sait faire. Enfin, je sais pas, je trouvais qu'il y avait pas le même investissement de sa part.
Ça venait aussi d'une œuvre cinématographique. Elle avait décidé, alors de base il y a eu un fait historique, il y a eu quelque chose qui s'est passé en Corée du Sud, il y a eu un film dessus et elle a écrit par rapport à ce film. Enfin, écrit, illustré par rapport à ce film, donc c'est quand même un petit peu particulier. Je trouvais qu'il y avait moins d'éléments personnels, de choses qu'elle faisait, d'éléments qu'elle glissait comme ça dans son récit. Là c'est complètement personnel, mais j'ai trouvé qu'il y avait moins le côté sociétal qui était là. Après on suit quand même l'histoire d'une jeune femme qui décide de s'émanciper, qui va partir en France, qui va suivre des études d'art. On est quand même loin d'une jeune fille qui rentre dans les mœurs coréennes. Mais voilà, c'était quand même très marquant. On voit sa relation avec sa mère, l'incompréhension de sa mère aussi, qui est assez révélateur de... Alors je pense que toutes les mamans sont comme ça, mais en Corée c'est vrai que on s'attend à ce que vous ayez un certain type de vie et que vous vous éloignez pas trop du chemin qu'on vous a tracé. Comme les générations passées sont beaucoup sacrifiées pour les enfants et maintenant qu'ils sont les petits-enfants, voire arrière-petits-enfants, on s'attend à ce qu'ils suivent un peu la même lignée, c'est pas forcément le cas et c'est très bien, hein, il y a besoin de s'émanciper à un moment donné, mais voilà, on parle aussi de tout ça dedans et c'est pas un coup de cœur, mais je l'ai gardé. Je suis très contente, j'ai réussi à le trouver en occasion parce que de base il coûte 19,50€ et je crois que je l'ai payé genre 4,50€, 5€ sur le site de Gibert, donc ravie, vraiment ravie. J'ai quand même donné mon argent à l'autrice puisque j'ai acheté un autre de ses livres aujourd'hui même. Voilà. Et voilà, c'en est tout pour ce bilan du mois d'avril. J'espère que ça vous a plu. Alors j'ai filmé ça en séquentiel, donc je ne sais pas si... Enfin je crois qu'on est sur une bonne heure et demie de tournage, donc j'espère qu'avec la magie du montage ça durera un petit peu moins longtemps. Mais voilà, je trouve ça bien. Un endroit où je récapitule tout ce que j'ai lu, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. J'ai pas beaucoup lu au mois d'avril aussi, il faut le dire, par rapport aux autres mois. Genre je vois au mois de mars que j'avais lu 14 livres. Voilà, donc entre 14 et 8, il y a quand même une sacrée différence. Je pensais avoir lu bien moins que ça. Pour le mois de mai, on n'est pas sur un rythme de fou puisque je vous tourne ça le 5 mai et que j'ai lu... En fait, si, je crois que j'en suis à mon 4e livre. J'abuse un peu en fait. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez que je continue. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!